que certains pensent de bonne foi que le plan Trump finalement n'est pas si mal que ça, en tout cas que c'est une bonne base, c'est la formule qui est utilisée par beaucoup. Écoutez Madame Meloni, alors, elle a de quoi être de très bonne humeur, le pays, l'Italie a été remontée, la note de l'Italie, je crois que c'est la première fois que ça arrive. 23 ans. Remonter leurs notes. Voilà, ça fait rêver, une requête, ça fait rêver c'est ça. certain que c'est pas en France que ça arriverait. Voilà. Écoutez Madame Meloni ce soir. Pourquoi les gouvernements de droite, c'est mieux géré. L'Europe ne figurait clairement pas parmi les rédacteurs du plan. Mais peu importe qui l'a dirigé, ce qui m'intéresse, c'est le contenu du plan et la direction que nous prenons, et non pas le point de départ. Or, bon nombre des questions abordées dans ce plan concernent l'Europe et nécessitent une implication. Une partie de ce plan doit être mise en œuvre par l'Europe, notamment en ce qui concerne les garanties de sécurité, la reconstruction et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Madame Meloni, Monsieur Merz, il a tweeté de façon très prudente à l'égard de Trump, pas un mot de critique, il dit « j'ai eu un appel confidentiel », comme si les autres appels n'étaient pas confidentiels, généralement on n'entend pas, on n'a pas le sonore qui circule sur les réseaux. « J'ai eu un appel confidentiel, je vais rendre compte aux autres », je crois que c'est le premier à l'avoir appelé. Alors, a priori, les Allemands auraient, il y a un quotidien allemand qui rapporte ça, eu vent du plan avant les autres Européens. Donc ça, c'est une manière d'enfoncer un coin supplémentaire dans la solidarité européenne. Je pense que les Français n'ont pas forcément apprécié. Mais puisqu'on est à l'heure ou à la minute des tweets, comme on dit, je pense que la palme revient aisément à Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui dit pas de problème pour travailler sur un plan. Par contre, d'abord, on aimerait bien savoir d'où vient le document. Ouais. Quand j'ai découvert ce message, j'ai trouvé ça quand même assez osé de la part du Premier ministre polonais qui quand même alimente la confusion concernant l'origine du document qui est en train de circuler. L'habileté de Donald Trump que soulignait Guillaume à l'instant, à savoir d'ouvrir tous les fronts, il est aussi vrai sur le calendrier. Regardez ce qui s'est passé. Ce plan, il sort au moment où tous les dirigeants européens sont au G20, sommet où Donald Trump n'est pas allé. Ouais. Donc, c'est très habile tout ça. C'est-à-dire, ça les met quand même en porte-à-faux. Ils sont au G20 en train de discuter de questions d'ailleurs dont ils ne sortent pas vraiment les Européens. Et ils se retrouvent obligés de rentrer dardard en Europe et à peine rentrés de se retrouver à la tête d'une coalition des volontaires avec des diplomates qui ont déjà commencé à négocier. Ça, c'est pas du tout anodin. Ouais. Je crois que Macron il est même à Libreville. Là. Il vient d'arriver au Gabon. Absolument. Et dans un sommet à Johannesburg où les pays du Sud ne sont pas particulièrement intéressés par le conflit en Ukraine. Et si ça se trouve, les pays du Sud leur ont dit, mais finalement, ce plan, il n'est pas si mal. Sous-débats qui ne sont pas particulièrement capitaux pour ce sommet-là. Quelle est la pression qui s'exerce sur Zelensky? Écoutez, Thierry Breton, il était l'invité de l'LCI tout à l'heure, il a une hypothèse, en tout cas, vous allez l'entendre, ça peut paraître un peu complotiste à première vue, mais enfin, les États-Unis d'Amérique ont certains moyens d'écoute, et il dit, tiens, le scandale de corruption, qui est réel, il y a une corruption bien réelle en Ukraine, mais enfin, elle est sortie au moment opportun pour les Américains. C'est pas la première fois qu'ils sortent des pots de banane. Ils avaient fait ça aussi au temps d'Obama, quand ils veulent affaiblir un peu la position de quelqu'un. Moi, j'ai appris une chose dans l'espace informationnel, Monsieur Rochebin, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. Voilà. J'ai appris une chose, il n'y a jamais de hasard. Et alors? Et alors, j'ai constaté, comme vous tous, qu'il y a quelques jours, il y a eu une vague de révélations qui ont touché des personnalités extrêmement proches, voire très proches de Volodymyr Zelensky, y compris, excusez du peu, le ministre de l'énergie, alors qu'on rentre dans l'hiver et que l'énergie est clé, soi-disant pour des problèmes de corruption, excusez du peu, son homologue ministre de la Justice, et puis le meilleur ami de Volodymyr Zelensky, qui du reste est en fuite maintenant. Donc ça a créé, comment dirais-je, une sorte de déstabilisation, un contexte, un enjeu défavorable. Je lis comme vous uniquement, alors je n'ai pas d'informations privilégiées, vous le savez bien, mais je lis comme vous que quelques jours plus tard, voilà donc ce nouveau plan, et que effectivement, Volodymyr Zelensky, mais les Européens aussi, ne vont pas y aller en position de force. Ça vous paraît crédible que les Américains aient sorti, ils savent tout sur tout le monde, et notamment qu'ils aient sorti au bon moment un certain nombre de choses sur l'entourage de Zelensky, effectivement, des meilleurs amis de Zelensky, qui est corrompu, en tout cas supposément, mais... Oui, non, mais lui, il est corrompu, ça, je pense. C'était l'une des pensées à laquelle tout le monde essayait de réfléchir, de s'exprimer, justement, en Ukraine, justement, qu'il y avait peut-être cet aspect américain dans toute cette affaire. Mais il y a ce problème, c'est réel. Donc, pour les Ukrainiens, c'est quand même dur à l'avouer, mais quand même, c'est cette équipe actuellement qui essaye de négocier
pour notre avenir. Et la question sur les élections, par exemple, du président Zelensky, malgré ce scandale, n'est pas à jour aujourd'hui. Pour les Ukrainiens, quand même, on voit bien que la présence de Zelensky est primordiale parce que c'est lui qui était là pendant ces dernières années et c'est lui qui doit quand même continuer pour le moment d'être là avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, son dernier message qu'il a adressé d'ailleurs au jour de la dignité et de la liberté, c'était surtout, je pense, son appel au peuple ukrainien pour son soutien. Est-ce que les Américains utilisent cette pression-là? Regardons, rappelons la carte, où effectivement l'Ukraine, alors la Russie est encore plus corrompue, mais quand on voit les zones de rouge, il y a différentes variantes de rouge, et si on descend plus bas, il y a la Libye qui est vraiment, évidemment... Il y a plusieurs mois, on avait commenté ensemble, et là, immense défi lancé à la régie, une image dont raffolaient les MAGA et qui avait été circulée par Donald Trump Jr., sur Twitter, où on voyait une sorte de marionnette Zelensky avec des dollars qui pleuvaient tout autour de lui. Et c'était l'époque où, voilà, ce qui se disait, et ça continue de se dire dans ce cercle-là, en fait, Zelensky détourne une grande partie de l'aide et de l'argent et on fait profiter tout son clan. Et là, effectivement, on a ces deux institutions admirables que sont Naboo et Sapo, qui sont des institutions très importantes, les piliers de la démocratie ukrainienne, puisque ce sont des tribunaux spéciaux chargés de lutter contre la corruption, qui sortent cet immense dossier, ça a été très bien dit. Vous n'avez pas répondu sur les Américains. Est-ce que les Américains, habilement, quand ils veulent lâcher quelqu'un... Moi, je ne suis pas persuadé qu'ils sont à l'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une exploitation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le scandale est patent, il suffit d'exploiter. Ce n'est pas forcément un complot. Je ne suis pas tellement théorie du complot. Enfin, là, ce n'est pas un complot. C'est un classique des services. Quand on veut rabaisser un peu quelqu'un, on sort un truc. Pour faire pression, une fois que le scandale explose, parce que c'est un scandale absolument gigantesque, il est très proche de Poutine, c'est 100 millions de dollars. Effectivement, il suffit d'exploiter tranquillement l'affaire et puis en disant regardez, vous n'avez pas la main là. D'abord sur le terrain vous n'avez pas la main, en plus vous êtes corrompu, etc. Et puis si on rajoute que Zelensky il doit aller aux urnes après-demain parce qu'il est plus président légitime, eh bien on accrédite l'idée. Que dit Guillaume Roquette? Guillaume Roquette, qui, je rappelle, c'est chez vous à l'étage qu'il y avait la CIA qui habitait. Vous aviez, c'est dans l'immeuble du Figaro qu'il y avait la CIA. Le Figaro avait un immeuble boulevard Haussmann et il y avait un étage qui était occupé. Mais c'était pas les services actifs de la CIA, c'était plutôt les services administratifs. Et donc on faisait très attention. Et en plus ils avaient un ascenseur spécifique. Non mais de toute façon, les Américains, j'allais presque dire, c'est de bonne guerre. La corruption, c'est l'éléphant dans le couloir en Ukraine. La vérité, c'est que il y a un héroïsme absolu de ce peuple avec un président Zelensky qui a fait campagne contre la corruption. Mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'elle a disparu. Il suffit de se balader dans le sud de la France à la belle saison. Les oligarques ukrainiens, vous les voyez. Et là, cette personne qui a détourné, qu'on soupçonne d'avoir détourné 100 millions de dollars, Mindich, qui donc était le patron de la société de production de Zelensky, donc son associé historique. Et comme par hasard, juste avant de se faire pincer, il s'est volatilisé. Il a été prévenu, il est parti. Il a été prévenu. Et par qui? Pologne. Alors, maintenant, imaginez comment est-ce qu'on pourrait exploiter ce genre d'informations vis-à-vis des opinions européennes. Parce que quand on dit qu'il faut être prêt à se battre pour l'Ukraine, oui, mais pas pour un régime corrompu. Donc c'est de la dynamite, c'est extrêmement déstabilisant pour Zelensky, ce type d'informations. Et ça ne m'étonnerait pas, effectivement, que les Américains, peut-être pas eux qui l'ont sorti, puisqu'a priori c'est les services de anticorruption ukrainiens, mais en tout cas, c'était une occasion... Et ça ramène à Genève avec un homme qui est au centre de tout ça, c'est Andrei Yermak, le conseiller spécial de Zelensky, dont beaucoup ces derniers jours à Kiev pensaient qu'il allait peut-être être renvoyé, qu'il allait être limogé compte tenu de sa responsabilité potentielle. Zelensky, il envoie le signal inverse, c'est-à-dire qu'il envoie Yermak pour faire... Oui, mais ça ne veut pas dire que les Américains ne vont pas faire pression sur Yermak en disant on a des éléments sur quoi. Les Ukrainiens font quand même la différence, me semble-t-il, entre l'homme et l'institution. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ne soutiennent pas forcément Zelensky à ce stade, mais ils soutiennent la présidence, l'État, dont ils savent qu'elle est effectivement sous pression et dans un moment extrêmement délicat. Dans ce moment, et l'espoir de Zelensky, écoutez-le ce soir. Aujourd'hui a été une journée riche en réunions et en négociations, pratiquement depuis ce matin. Appels, réunions et consultations. La délégation vient de faire un rapport sur les résultats des discussions, qui ont été substantielles. Beaucoup de choses changent. Nous travaillons très attentivement sur les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre.
Il est important de maintenir le dialogue avec les représentants américains. Et nous avons des signes que l'équipe du président Trump nous entend. Voilà, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous continuons à suivre ce qui se passe à Genève avec la négociation entre les Américains, les Ukrainiens, les Russes et maintenant les Européens. L'inquiétude en Europe, évidemment, la semaine a été marquée par les propos du général chef d'état-major Mandon parlant de la perspective de perdre des enfants français. Et lisons ce que dit le président d'Airbus. Notre talon d'Achille semble être ce dont la Russie nous menace publiquement. Plus de 500 ogives nucléaires tactiques sur des missiles Iskander stationnés juste devant notre porte à Kaliningrad, en plus de celles stationnées en Biélorussie. L'Allemagne, la France et les autres États membres européens qui le souhaitent devraient s'entendre sur un programme de dissuasion nucléaire commun et progressif. De tous côtés, Général Richoux a l'impression qu'il y a une sorte d'angoisse qui monte en Europe de l'Ouest. Oui, bien sûr, mais là, ça me fait penser à la crise des SS-20, si vous voulez. Donc, les missiles sont à l'Est et le pacifisme à l'Ouest. Et donc, là, effectivement, puis on revient sur le partage de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est quand même les vieilles lunes aujourd'hui, dont on sait... Ça vous énerve. Si vous voulez énerver le Général Richoux, vous lui dites Allemagne, il y a deux mots-clés. Non, moi, j'aime beaucoup Allemagne et partage nucléaire. Là, moi, j'aime beaucoup les Allemands, et je peux vous dire que les militaires allemands sont très valeureux, je tiens à leur dire là. Vous avez des amis allemands? Oui, j'en ai bien sûr. Mais politiquement, c'est le système politique qui est paralysant en Allemagne. C'est ça le vrai problème. Parce que la Bundeswehr, si on lui donne les moyens, elle est capable de très 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 bien faire.